Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous parler des crypto-monnaies en général. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille d'aller regarder nos vidéos sur la blockchain et sur le Bitcoin, pour avoir les bases qui vous aideront à mieux comprendre cette vidéo. Pour comprendre ce qu'est une crypto-monnaie, vous devez déjà comprendre ce qu'est une monnaie basique. Avant même que les monnaies n'existent, il y avait l'échange de services entre les individus. Par exemple, prenons 4 personnes, A, B, C et D, qui vivent en société. A est dentiste, B est ébéniste, C possède des terres riches en bois et D est forgeron. Les choses sont simples lorsque par exemple B a besoin de bois et C veut des coffres. B peut demander du bois à C et en échange, C lui donne du bois plus un surplus pour faire les coffres. Mais les choses deviennent compliquées lorsque vous avez besoin de plusieurs services provenant de plusieurs personnes différentes pour un seul produit. Ou alors, quand ce que vous avez à offrir n'intéresse pas la personne avec qui vous échangez. Par exemple, si A veut une épée, il aura besoin du bois de C et du travail de B et D. S'ils sont tous intéressés par les services du dentiste en échange, tout va bien. Mais si un seul d'entre eux n'est pas intéressé, cela va poser problème. Comment faire en sorte que tout le monde accepte de participer à l'échange? La monnaie permet aux gens de convertir leurs efforts en une réserve de valeur et qui peut être de nouveau échangée contre des biens ou des services. Par exemple, A veut acheter une chaise de B, mais B n'est pas intéressé par les services du dentiste. A peut lui donner un papier sur lequel il est écrit « Bon pour un examen ». Ce papier a désormais une valeur qui lui est associée. B est au courant que C est intéressé par un examen. Mais elle n'a pas réussi à en obtenir car elle ne possède rien qui intéresse A. Par contre, elle possède beaucoup de bois, ce qui intéresse B. D'ailleurs, B est beaucoup plus intéressé par le bois que possède C que par l'examen offert par A. Donc B accepte d'échanger son bon pour un examen à C en échange du bois. Pour résumer, A a obtenu la chaise de B et en échange B a reçu un bon pour un examen qu'il a échangé à C contre du bois. Si le travail de A devient très demandé, alors ce bout de papier peut prendre beaucoup de valeur. C'est là qu'entre la contrefaçon en jeu. Imaginons que B a travaillé pendant 10 heures pour fabriquer ce que A voulait. Il a ensuite obtenu un bon en échange de son travail. Donc, un bon a la même valeur que 10 heures de travail pour B. Si D veut aussi un examen mais n'a rien à lui échanger, il pourrait faire une copie contrefaite d'un bon. C'est pour cette raison que pendant longtemps, les monnaies étaient basées sur des biens réels, qui existent en quantité limitée et ne pouvant pas être reproduits. Le meilleur exemple est sûrement l'or. L'or est quelque chose de rare. Si une personne en possède, elle n'a pu en obtenir que de deux façons. Ils l'ont trouvé dans la nature, ou ils l'ont obtenu de quelqu'un qui lui l'a trouvé dans la nature. L'or peut être divisé, on peut donc se baser sur son poids pour obtenir une quantité d'or qui a plus ou moins de valeur. Désormais, quand B fabrique une chaise pour A, la chaise sera échangée contre de l'or. Quand B va recevoir l'or, il pourra à son tour l'échanger contre les autres personnes qui voient l'or comme une réserve de valeur. Mais l'or a lui aussi ses problèmes. C'est lourd, et donc compliqué pour payer une personne se trouvant loin de nous. Et le fait que l'or se trouve en quantité très limitée rend la répartition des richesses compliquée, lorsque beaucoup de personnes souhaitent l'utiliser comme moyen de paiement. Si on devait répartir de manière équitable entre chaque habitant, on se retrouverait avec quelques grammes au mieux. De simples paiements quotidiens devraient alors se faire en microgrammes, ce qui n'est pas envisageable. C'est pour cette raison que beaucoup de pays ont commencé à centraliser tout l'or qu'ils possèdent dans une réserve et ont fourni en échange une monnaie qui est basée sur cette réserve d'or. Aujourd'hui, très peu de monnaies reposent encore sur des réserves d'or. Par exemple, le dollar ne repose plus sur l'or depuis les années 1971. Si vous possédez un billet de 20 $, ce billet représentera 20 $ pour toute personne ayant confiance en ce système. Si vous êtes payé 20 $ de l'heure pour votre travail, ce billet représente l'équivalent d'une heure de votre travail, transformé en un bout de papier qui est très dur à dupliquer. Les crypto-monnaies sont des monnaies sous forme numérique. Rappelez-vous qu'un des plus gros problèmes que peut rencontrer une monnaie est le problème de la contrefaçon. Or, lorsque l'on parle de numérique, on sait à quel point il est simple de dupliquer quelque chose. Vous pouvez dupliquer des films ou des musiques à l'infini, et cette simplicité peut rendre la création d'une monnaie numérique compliquée. Mais grâce à la technologie de la blockchain, les crypto-monnaies ont réussi à être très difficilement duplicables. C'est un peu l'équivalent de l'or sous forme numérique, d'où le nom Digital Gold. D'autant plus que leurs réserves sont limitées, comme le Bitcoin et ses 21 millions d'unités maximum. La seule façon d'obtenir du Bitcoin est soit de le miner, soit de l'obtenir de quelqu'un d'autre qui l'a miné. Le fait qu'il soit décentralisé empêche quiconque d'en créer plus ou de le censurer. Souvenez-vous de l'exemple du dentiste. S'il prend sa retraite, alors tous les bons encore en circulation n'ont plus aucune valeur. Chaque crypto-monnaie a un but bien précis. Bitcoin, Ethereum, Monero, mais tout cela sera détaillé dans de futures vidéos. Si vous voulez comprendre en détail comment fonctionne la blockchain, comment sont minées les crypto-monnaies ou comment fonctionne une transaction, vous pouvez aller voir nos deux précédentes vidéos. Au début des années 90, un groupe de personnes créa une liste de diffusion dans laquelle se trouvaient des adresses mail appartenant à plusieurs personnes qui partageaient une certaine vision, aujourd'hui connue sous le nom de Cypherpunk Movement. Ils se rencontraient et discutaient de sujets tels que la cryptographie, l'informatique, la politique et la philosophie. L'une des principales idées est que la société se porterait mieux sans gouvernement ou sans une puissance centralisée. Pour eux, l'anonymat, le respect de la vie privée était très important. L'idée d'une monnaie numérique n'est pas nouvelle. Bien avant le Bitcoin, il y a eu plusieurs essais, mais qui n'ont pas connu le même succès.
et très peu de gens les connaissent. Les deux monnaies les plus notables sont certainement le B-Money de Wei Dai en 1998 et le BitGold de Nick Szabo la même année. Je vous invite à vous renseigner sur ces deux personnes et leur travail. Beaucoup de personnes du milieu des crypto-monnaies pensent que Satoshi Nakamoto était l'un d'entre eux. Avançons un peu dans le temps, jusqu'au 31 octobre 2008. Satoshi Nakamoto publie le white paper le plus connu du monde des crypto-monnaies, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Dedans, il y explique le fonctionnement de la blockchain et du Bitcoin. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc, aussi connu sous le nom de Genesis Block. On est maintenant en 2011. De nouvelles crypto-monnaies font leur apparition, telles que le Litecoin, le Namecoin, le Peercoin ou le Novacoin. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais sachez qu'un très grand nombre de crypto-monnaies actuellement dans le top 100 de CoinMarketCap sont des forks de ces monnaies-là. Le code source de ces crypto-monnaies a été repris et utilisé pour un grand nombre de projets récemment arrivés sur le marché. Ce n'est qu'en 2015 qu'arriva le mondialement connu Ethereum, qui avec lui apporta les smart contracts, les tokens ERC20 et les ICO. La première ICO fut Augur, un token qui repose sur la blockchain Ethereum. Mais ne vous inquiétez pas, l'Ethereum aura le droit à sa propre vidéo. L'ascension du Bitcoin a permis à tout cet écosystème de voir le jour. Maintenant, n'importe qui peut avoir le droit et le pouvoir de contrôler lui-même son argent. Le gouvernement, les institutions financières, tout cela grâce aux crypto-monnaies, devient désormais inutile pour être libre financièrement. Pourquoi le prix des crypto-monnaies monte et descend? La réponse est simple, c'est l'offre et la demande qui en est la cause. Les crypto-monnaies, comme tous les autres actifs, voient leur prix varier en fonction du marché. De façon simplifiée, des milliers d'ordres de vente et d'achat sont paramétrés à un prix et une quantité donnée. Lorsque beaucoup de personnes veulent acheter un actif, son prix va monter. Et inversement, lorsque beaucoup de personnes veulent en vendre, son prix va alors chuter. Pourquoi y a-t-il autant de crypto-monnaies? Grâce aux nombreux tutoriels sur internet, créer un token ERC20 est à la portée de n'importe qui. De plus en plus de crypto-monnaies sont créées. Actuellement, il y en a plus de 2000 listés sur CoinMarketCap et il y en a des milliers d'autres qui ne sont pas listés sur ce site. La première raison de l'explosion du nombre de crypto-monnaies vient donc de la grande facilité de création de celles-ci. Il n'est plus nécessaire de créer une blockchain à partir de zéro. Il suffit de faire un token qui va suivre des règles et il sera intégré sur une blockchain déjà existante. De plus, la création d'un nouveau token ne coûte rien, ou alors quelques centimes pour certaines blockchains dans le pire des cas. Il n'y a pas non plus de déclaration à un organisme central, ni de formalité administrative. Tout peut être fait en quelques minutes avec un ordinateur. Comment savoir sur quel échange je peux trader une crypto-monnaie? Si vous ne voulez pas consulter tous les échanges un par un afin de trouver la crypto-monnaie que vous cherchez, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Si vous recherchez votre crypto-monnaie et allez sur sa page, dans l'onglet Market, vous trouverez tous les échanges qui acceptent cette crypto-monnaie. Le mieux est de prendre l'échange qui possède le plus gros volume. Si vous avez besoin d'acheter ou de vendre de grosses quantités mais que le volume est trop faible, cela va vous poser problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative qui parlera de l'Ethereum.